quelques enjeux. Question. Combien faut-il d'électeurs pour changer une ampoule? Réponse. Aucun. Les électeurs ne peuvent rien changer. Il n'y a bien sûr pas de programme anarchiste unique. Il ne peut d'ailleurs pas vraiment y en avoir, mais il pourrait être utile, en terminant de donner aux lecteurs une idée des orientations théoriques et organisationnelles actuelles. Premièrement, la mondialisation et l'élimination des inégalités nord-sud. Comme je l'ai mentionné, le mouvement anti-mondialisation s'inspire de plus en plus de l'anarchisme. À long terme, la position anarchiste sur la mondialisation est évidente. La disparition des États-nations signifiera l'élimination des frontières nationales. C'est là la véritable mondialisation. Tout le reste est seulement une imposture. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de suggestions concrètes pour améliorer la situation dans l'immédiat, sans avoir recours à des approches étatistes et protectionnistes. Un exemple, pendant les manifestations qui ont précédé le Forum économique mondial, une brochette d'hommes d'affaires importants, d'attachés de presse de grandes entreprises et de politiciens, tout en développant des réseaux de relations et en buvant des cocktails au Waldorf Astoria, prétendaient discuter des moyens de réduire la pauvreté mondiale. J'ai été invité à participer à un débat à la radio avec un de leurs représentants. La tâche a finalement échu à un autre militant, mais je me suis rendu assez loin pour préparer un programme en 3 points qui, je pense, aurait bien résolu le problème. Premier point, l'annulation immédiate de la dette internationale. Une amnistie pour les dettes personnelles n'est peut-être pas une mauvaise idée non plus, mais c'est une autre question. Deuxième point, l'annulation immédiate de tous les brevets et autres droits de propriété intellectuelle liés aux technologies de plus d'1 an. Troisième point, l'élimination de toutes les restrictions à la liberté de déplacement ou de choix de lieu de résidence dans le monde. Le reste se réglerait tout seul ou presque. Aussitôt qu'il ne serait plus interdit à l'habitant moyen de Tanzanie ou du Laos de s'installer à Minneapolis ou à Rotterdam, les gouvernements de tous les pays riches et puissants dans le monde décideraient certainement que rien n'est plus important que de trouver un moyen de s'assurer que les personnes en Tanzanie et au Laos préfèrent y rester. Pensez-vous vraiment qu'ils ne trouveraient pas une solution ? L'important, c'est qu'en dépit de ce que veut une rhétorique interminable au sujet de questions complexes, subtiles et insolubles, justifiant des décennies de recherches coûteuses par les riches et leurs laquais bien rémunérés, le programme anarchiste résoudrait probablement la plupart de celles-ci en 5 ou 6 ans. Mais direz-vous, ces demandes sont complètement irréalistes. C'est vrai. Mais pourquoi le sont-elles ? Principalement parce que ces hommes riches, réunis au Waldorf, ne les toléreraient jamais. C'est pourquoi nous disons que ce sont eux le problème. Deuxièmement, la lutte contre le travail. Pour les anarchistes, la lutte contre le travail a toujours été centrale, comprise non comme la lutte pour de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail, mais comme l'élimination totale du travail en tant que relation de domination, d'où le slogan des Industrial Workers of the World contre le système salarial. C'est un objectif à long terme, bien sûr. À plus court terme, ce qui ne peut être éliminé peut au moins être limité. Au tournant du siècle dernier, les Wobblies et autres anarchistes ont joué un rôle central dans l'obtention de la semaine de 5 jours et de la journée de 8 heures. Ces dernières années, les gouvernements sociaux-démocrates en Europe de l'Ouest ont réduit à nouveau la semaine de travail, pour la première fois en près d'1 siècle. Les changements introduits sont insignifiants, de 40 à 35 heures par semaine. Mais aux États-Unis, il n'en est même pas question. On y discute plutôt d'éliminer la rémunération à taux et demi pour les heures supplémentaires, en dépit du fait que les Américains travaillent aujourd'hui un plus grand nombre d'heures que n'importe quelle autre population dans le monde, y compris au Japon. Les Wobblies sont donc réapparus avec ce qui, déjà dans les années 20, devait être la prochaine étape de leur programme, la semaine de 16 heures, la semaine de 4 jours, la journée de 4 heures. Encore une fois, cela semble à première vue complètement irréaliste, et même insensé. Mais quelqu'un a-t-il réalisé une étude de faisabilité ? Après tout, il a été démontré à plusieurs reprises qu'un nombre important des heures travaillées aux États-Unis ne sont nécessaires en fait que pour remédier aux problèmes engendrés par le fait que les Américains travaillent trop. Prenez par exemple des emplois comme livreur de pizza de nuit ou toiletteur pour chiens, ou des femmes qui tiennent des garderies de nuit pour les enfants des femmes qui doivent travailler la nuit pour garder les enfants de femmes d'affaires.
sans mentionner les heures interminables que passent les spécialistes à réparer les dommages émotionnels et physiques causés par le surmenage, les blessures, les suicides, les divorces, les déchaînements meurtriers, la production de médicaments pour calmer les enfants, etc. Quels emplois sont vraiment nécessaires alors ? Eh bien, pour commencer, il y a beaucoup d'emplois dont la disparition serait, de la vie générale, un gain net pour l'humanité. Prenez par exemple les télévendeurs, les fabricants de véhicules utilitaires sport allongés, ou, puisqu'on y est, les avocats d'entreprise. Nous pourrions aussi éliminer toute l'industrie de la publicité et des relations publiques, renvoyer tous les politiciens et leur personnel, éliminer quiconque est lié de près ou de loin avec des organisations privées de soins de santé intégrées, et nous serions encore très loin des fonctions sociales essentielles. L'élimination de la publicité réduirait aussi la production, le transport et la vente de produits superflus, puisque les gens trouveront toujours le moyen de se procurer les biens qu'ils veulent ou dont ils ont besoin. L'élimination des inégalités signifierait que nous n'aurions plus besoin des services de la majorité des millions de personnes actuellement employées comme portiers, gardes de sécurité privés, gardiens de prison ou membres de forces spéciales d'intervention, sans parler des militaires. Au-delà de cela, il faudrait faire des recherches. Les financiers, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières sont tous essentiellement des parasites. Mais certaines fonctions dans ces secteurs peuvent être utiles et ne pourraient simplement être remplacées par des logiciels. L'un dans l'autre, si nous définissons le travail qui est vraiment nécessaire pour maintenir un niveau de vie confortable et écologiquement durable, et si nous redistribuons les heures de travail, le programme Wobbly pourrait se révéler parfaitement réaliste, d'autant plus que ce n'est pas comme si quelqu'un allait être forcé d'arrêter de travailler après 4 heures, s'il souhaite continuer. Remarque secondaire. Il est vrai que tout cela présuppose la réorganisation complète du travail, une sorte de scénario après la Révolution qui, comme je l'ai mentionné, est un outil nécessaire ne serait-ce que pour commencer à réfléchir aux possibilités humaines, même si la Révolution ne prendra jamais une telle forme apocalyptique. Cela soulève bien sûr la question « qui effectuera le sale boulot ?» Une question qui est toujours lancée aux anarchistes ou autres utopistes. Pierre Kropotkin a fait remarquer, il y a longtemps, que c'était un sophisme. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des sales boulots. Si on divisait les tâches désagréables également, tous les scientifiques et ingénieurs de renom devraient aussi les effectuer. Et on pourrait alors s'attendre à ce que des cuisines auto-nettoyantes, des robots pour l'extraction du charbon soient conçus presque instantanément. Tout cela est toutefois une digression, car ce que je voulais vraiment faire dans cette dernière section, c'est me concentrer sur la question de la démocratie. Cela donnera peut-être au lecteur un aperçu de ce à quoi ressemble en fait l'organisation anarchiste, ou inspirée de l'anarchisme, et de certains des contours du nouveau monde qui est en train d'être construit dans l'ancien. Cela montrera peut-être aussi ce que la perspective historico-ethnographique que j'ai essayé de développer ici, cette science qui n'existe pas encore, pourrait être en mesure d'y apporter. Troisièmement, la démocratie. Le premier cycle du nouveau soulèvement mondial, ce que la presse persiste à appeler, ce qui est de plus en plus ridicule, le mouvement antimondialiste, a commencé avec les municipalités autonomes du Chiapas et a culminé avec les Asambleas Barriales de Buenos Aires et de villes partout en Argentine. Je ne peux pas raconter ici toute l'histoire qui commence avec le rejet par les zapatistes de l'idée de prendre le pouvoir et leur tentative de créer un modèle d'auto-organisation démocratique qui inspirerait le reste du Mexique, la création à leur initiative du Réseau international de l'Action mondiale des peuples, l'AMP, qui a par la suite lancé des appels à des journées d'action contre l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à Seattle, et de Fonds monétaire international, le FMI, à Washington, Prague, et ainsi de suite. Et finalement, l'effondrement de l'économie argentine et le soulèvement populaire massif qui, encore une fois, a rejeté l'idée même qu'on puisse trouver une solution en remplaçant un groupe de politiciens par un autre. Le slogan du mouvement argentin était, dès le début, « Que se vayan todos », qu'ils partent tous. Plutôt qu'un nouveau gouvernement, ils ont créé un vaste réseau d'institutions alternatives, à commencer par des assemblées populaire pour gouverner chaque quartier, la seule restriction à la participation étant qu'on ne peut travailler pour un parti politique.
L'occupation et la gestion par les travailleurs de centaines d'usines, un système complexe de troc et un système monétaire alternatif ultramoderne pour les maintenir en activité. Bref, une variation sans fin sur le thème de la démocratie directe. Tout cela s'est produit complètement sous le radar des grands médias, qui n'ont pas compris l'objectif des grandes mobilisations. L'organisation de ces actions se voulait l'illustration vivante de ce à quoi ressemblerait un monde véritablement démocratique. Des marionnettes géantes et festives à l'organisation minutieuse de groupes d'affinités et de conseils de délibération, fonctionnant tous sans structure de leadership et toujours fondés sur les principes de la démocratie directe basée sur le consensus. C'était la sorte d'organisation que la plupart des gens auraient écartée comme un projet chimérique si elle leur avait été proposée. Mais cela a fonctionné et si efficacement que, d'une ville à l'autre, les services de police n'ont absolument pas su comment réagir. Bien sûr, cela était aussi lié à l'utilisation de tactiques qui n'avaient pas de précédent. Des centaines de militaires costumés en fées chatouillant la police avec des plumeaux ou bien matelassés de tant de chambres à air gonflables et de coussins de caoutchouc qu'ils semblaient rouler comme des bonhommes Michelin par-dessus les barricades, incapables de blesser quiconque mais aussi à peu près insensibles aux matraques. Ces méthodes donc qui brouillaient totalement les catégories traditionnelles de la violence et de la non-violence. Quand des manifestants à Seattle chantaient « This is what democracy looks like », c'est ça la démocratie, c'était au sens littéral. Dans la meilleure tradition de l'action directe, ils ne se contentaient pas de confronter une certaine forme de pouvoir, exposant ses mécanismes et tentant littéralement d'y mettre fin, mais ils le faisaient d'une manière qui démontrait pourquoi les relations sociales sur lesquelles ce pouvoir est fondé sont inutiles. C'est pourquoi toutes les remarques condescendantes selon lesquelles le mouvement est dominé par une bande de jeunes imbéciles sans idéologie cohérente sont loin de la vérité. La diversité est fonction de la forme d'organisation décentralisée. Et cette forme d'organisation était l'idéologie même du mouvement. Le mot-clé dans le nouveau mouvement est « processus », qui signifie « processus de prise de décision ». En Amérique du Nord, ce processus passe presque invariablement par la recherche du consensus. Comme je l'ai mentionné, cela est beaucoup moins étouffant idéologiquement qu'il n'y paraît, car la présupposition derrière tout bon processus de consensus est qu'on ne devrait même pas essayer d'amener les autres à adopter notre point de vue d'ensemble. L'objectif du processus de consensus est de permettre à un groupe de décider d'une ligne de conduite commune. Plutôt que de voter pour ou contre des propositions, celles-ci sont travaillées et retravaillées, abandonnées ou réinventées, jusqu'à ce qu'on en arrive à quelque chose qui soit acceptable pour tous. Quand on arrive au stade final, à un consensus comme tel, deux sortes d'objections sont possibles. On peut ne pas faire obstacle, ce qui revient à dire « ça ne me plaît pas et je n'y prendrai pas part, mais je ne m'oppose pas à ce que d'autres le fassent », ou bien bloquer, ce qui a l'effet d'un veto. On peut seulement bloquer une proposition si on pense qu'elle contrevient aux principes fondamentaux ou aux raisons d'être d'un groupe. On pourrait dire que la fonction qui, dans la Constitution américaine, est reléguée aux tribunaux, annuler les décisions législatives qui contreviennent aux principes constitutionnels, est dévolue ici à quiconque a le courage d'affronter la volonté collective du groupe, bien qu'il y ait bien sûr des façons de contester les vétos sans fondement. On pourrait s'étendre longuement sur les méthodes étonnamment sophistiquées qui ont été développées afin de s'assurer que tout cela fonctionne, sur les formes de consensus modifiées requises pour les très grands groupes, sur la façon dont le consensus lui-même renforce le principe de décentralisation en faisant en sorte qu'on ne soit pas porté à faire des propositions devant de très grands groupes à moins que ce ne soit nécessaire, sur les moyens de garantir l'équité entre les sexes et de résoudre les conflits. Le fait est qu'il s'agit d'une forme de démocratie directe très différente de celle que nous associons habituellement à cette expression, ou d'ailleurs de celle habituellement utilisée par les anarchistes européens et nord-américains des générations passées, ou de celle encore utilisée par exemple dans les assemblées urbaines en Argentine. En Amérique du Nord, le processus de consensus s'est développé avant tout grâce au mouvement féministe, et fait partie d'une vaste réaction à certains des styles de leadership macho les plus détestables et matu vus de la nouvelle gauche des années 60. À l'origine, la procédure a été empruntée en bonne partie aux Quakers et à des groupes inspirés de ceux-ci. Les Quakers, quant à eux, déclarent s'être inspirés des pratiques amérindiennes. Il est difficile de déterminer à quel point cette dernière déclaration est vraie d'un point de vue historique. Il est néanmoins vrai que le processus de prise de décision amérindien
était fondée habituellement sur une forme ou une autre de consensus. En fait, c'est le cas de la plupart des assemblées populaires autour du monde aujourd'hui, des Tzeltal au Tzotzil et des communautés de langue Tojolabal au Chiapas, au Fokon Olona malgache. Après avoir vécu à Madagascar pendant 2 ans, j'ai été très surpris quand j'ai commencé à participer aux réunions du Direct Action Network, le DAN, à New York. De voir à quel point tout cela m'était bien connu. La principale différence étant que le processus du DAN était beaucoup plus formel et explicite. Il fallait qu'il le soit, puisque tout le monde au DAN était en train de se familiariser avec ce processus de décision et que tout devait donc être expliqué clairement. Alors qu'à Madagascar, tous connaissaient ce processus depuis qu'ils avaient appris à parler. En fait, comme le savent les anthropologues, à peu près toutes les communautés humaines connues qui avaient à prendre des décisions collectives utilisaient une variante de ce que j'appelle le processus de consensus. Toutes celles qui ne s'inspiraient pas plutôt d'une manière ou d'une autre de la tradition de la Grèce antique. La démocratie, fondée sur le principe de la majorité, tel que formalisé par le code Morin, surgit rarement d'elle-même. Il est curieux que presque personne, y compris parmi les anthropologues, ne se demande jamais pourquoi c'est le cas. Une hypothèse, la démocratie, fondée sur le principe de la majorité, était essentiellement à l'origine une institution militaire. L'idée que ce soit la seule forme de démocratie qui compte comme démocratie est bien sûr un préjugé propre à l'historiographie occidentale. On apprend habituellement que la démocratie est née dans l'Athènes ancienne, comme la science ou la philosophie. C'est une invention grecque. Ce que cela signifie n'est jamais tout à fait clair. Sommes-nous censés croire qu'avant les Athéniens, il n'est jamais vraiment arrivé à personne, nulle part, de réunir tous les membres de la communauté afin de prendre des décisions communes de façon à ce que chacun ait son mot à dire? Ce serait absurde. Il est évident qu'il y a eu un grand nombre de sociétés égalitaires au cours de l'histoire, dont plusieurs étaient de loin plus égalitaires qu'Athènes, et dont plusieurs ont dû exister avant 500 avant Jésus-Christ. Et, bien évidemment, elle devrait disposer d'une procédure quelconque pour prendre des décisions sur les questions importantes pour la collectivité. Et pourtant, pour une raison ou pour une autre, on présume toujours que ces procédures, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas avoir été, à proprement parler, démocratiques. Même des intellectuels, par ailleurs reconnus pour leurs idées radicales et qui font la promotion de la démocratie directe, se sont livrés à une véritable gymnastique pour tenter de justifier cette conception. Les communautés égalitaires non occidentales sont fondées sur la parenté, argumente Murray Bookchin. Et la Grèce ne l'était pas? Bien sûr, l'agora athénienne elle-même n'était pas fondée sur la parenté, mais les Fokon Olona malgaches ou les Seka balinais non plus. Qu'est-ce que ça change? On peut parler de démocratie iroquoise ou berbère, a argumenté Cornelius Castoriadis. Mais c'est un usage abusif du terme. Ce sont des sociétés primitives qui présupposent que l'ordre social leur est transmis par des dieux ou des esprits, et non pas établi par les gens eux-mêmes, comme à Athènes. Vraiment? En fait, la Ligue des Iroquois était une organisation régie par un traité, vu comme un accord commun conclu à un moment historique, et faisant l'objet de renégociations constantes. Les arguments ne tiennent pas. Mais ils n'en ont pas vraiment besoin parce que nous n'avons pas tant affaire à une discussion qu'à un balayage du revers de la main. La vraie raison, derrière la réticence de la plupart des intellectuels à considérer un conseil villageois Sulawesi ou Talensi comme démocratique, mis à part le simple racisme, le refus d'admettre que personne de ceux qui ont été massacrés par les Occidentaux en toute impunité n'était inférieur à Périclès, est que leurs membres ne votent pas. Or, il faut convenir qu'il s'agit là d'un fait intéressant. Pourquoi ne le font-ils pas ? Si nous admettons qu'un vote à main levée, ou en se rangeant d'un côté de la pièce ou de l'autre selon que l'on appuie une proposition ou s'y oppose, ne sont pas des méthodes si incroyablement sophistiquées qu'elles ne seraient jamais venues à quiconque, avant que quelque esprit génial de l'Antiquité ne les invente, pourquoi alors sont-elles si rarement utilisées ? Encore une fois, il semble que nous ayons là un exemple de rejet explicite. À maintes reprises, dans le monde entier, de l'Australie à la Sibérie, les communautés égalitaires ont préféré une variante ou l'autre du processus de consensus. Pourquoi ? J'aimerais proposer l'explication suivante. Il est beaucoup plus facile, dans une communauté où tout le monde se connaît, d'arriver à savoir ce que la plupart des membres de cette communauté souhaitent, que de trouver comment convaincre ceux qui ne veulent pas suivre.
La prise de décision par consensus est caractéristique des sociétés où il n'y a aucun moyen de contraindre une minorité à accepter une décision de la majorité, soit parce qu'il n'y a pas d'État avec un monopole de la force coercitive, ou parce que l'État ne s'occupe pas des décisions d'ordre local. S'il n'y a pas de moyen d'obliger ceux à qui la décision de la majorité ne convient pas à s'y plier, alors la dernière chose qu'on souhaite est de passer au vote. Une compétition publique où quelqu'un sera nécessairement vu comme perdant. Voter est le moyen le plus sûr de garantir l'humiliation, le ressentiment, la haine. En fin de compte, la destruction des communautés. Ce qui apparaît comme un processus complexe et ardu pour parvenir à un consensus est en fait un long processus visant à s'assurer que personne ne reste avec l'impression que ses opinions n'ont reçu aucune attention. La démocratie de la majorité, pourrait-on dire, peut seulement surgir lorsque deux facteurs sont réunis. 1. Le sentiment que tous devraient avoir voix au chapitre dans les décisions collectives et 2. Un appareil coercitif capable de faire respecter ces décisions. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il a été extrêmement inhabituel de réunir ces deux conditions. Dans les sociétés égalitaires, il est habituellement mal vu d'imposer la coercition systématique. Et là où il existait une machinerie coercitive, il ne venait même pas à l'idée de ceux qui en avaient le contrôle de prétendre qu'ils imposaient par elle une quelconque volonté populaire. Il faut prendre en considération le fait que la Grèce ancienne a été l'une des sociétés les plus compétitives de l'histoire de l'humanité. C'est une société qui avait tendance à tout transformer en concours public, de l'athlétisme à la philosophie, en passant par la tragédie. Il n'est donc pas tellement surprenant qu'elle ait également fait du processus de prise de décision politique un concours public. Cependant, ce qui est encore plus crucial, c'est le fait que les décisions étaient prises par une population en armes. Aristote, dans Politique, fait remarquer que le type de constitution qu'adopte une cité-État grecque dépend habituellement de la branche armée principale de son appareil militaire. Si c'est de la cavalerie, ce sera un régime aristocratique, puisque les chevaux coûtent cher. Si c'est de l'infanterie lourde, les hoplites, ce sera un régime oligarchique, étant donné que tous n'ont pas les moyens de payer l'armure et l'entraînement. Si sa puissance repose sur la marine ou l'infanterie légère, on peut s'attendre à un régime démocratique, puisque tout le monde peut ramer ou utiliser une fronde. En d'autres mots, si un homme est armé, alors on doit nécessairement tenir compte de ses opinions. On peut très bien voir comment cela fonctionnait dans Anabase de Xénophon, qui raconte l'histoire d'une armée de mercenaires grecs qui se retrouve soudainement sans chef et perdue au milieu de la Perse. Ils choisissent de nouveaux officiers et puis tiennent à un vote collectif pour décider quoi faire. Dans un cas comme celui-ci, même si le résultat du vote était assez partagé, par exemple 60 contre 40, tout le monde pouvait voir l'équilibre des forces et ce qui arriverait si on en venait au coup. Chaque vote était, de fait, une conquête. Les légions romaines pouvaient être tout aussi démocratiques. C'est principalement la raison pour laquelle on ne leur a jamais permis d'entrer dans la ville de Rome. Et quand Machiavel a ressuscité l'idée de république démocratique à l'aube de l'ère moderne, il a immédiatement repris la notion de population en armes. Cela peut, en retour, aider à expliquer le terme même de démocratie, qui semble avoir été utilisé à l'origine comme une insulte par ses opposants élitistes. Cela signifie littéralement la force ou même la violence du peuple. Kratos et non archos. Les élitistes qui ont inventé le terme ont toujours considéré la démocratie comme n'étant pas loin de l'émeute ou de la voyoucratie. Leur solution, à eux, étant bien sûr la conquête permanente du peuple par quelqu'un d'autre. Et ironiquement, quand ils réussissaient à étouffer la démocratie pour cette raison, ce qui était habituellement le cas, le résultat était que la seule façon pour la population en général de faire connaître sa volonté était précisément les émeutes, une pratique qui est devenue assez institutionnalisée, par exemple dans la Rome impériale ou en Angleterre au XVIIIe siècle. Tout cela ne signifie pas que la démocratie directe, telle que pratiquée par exemple dans les villes médiévales ou dans les conseils de ville de la Nouvelle-Angleterre, n'est pas généralement impliquée de procédures ordonnées et empreintes de dignité, bien qu'on puisse présumer qu'ici aussi, dans la pratique, il y avait une certaine recherche de consensus. Cependant, c'est ce militarisme sous-jacent qui a permis aux auteurs de Federalist Papers, le fédéraliste, comme à presque tous les autres hommes instruits de l'époque, de tenir pour acquis
que ce qu'ils appelaient démocratie, ce par quoi ils entendaient démocratie directe, était par nature la forme de gouvernement la plus instable et la plus tumultueuse. Sans parler du fait que c'en était une qui compromettait les droits des minorités, la minorité qu'ils avaient spécifiquement en tête dans ce cas étant celle des riches. C'est seulement une fois que le terme démocratie a pu être presque complètement transformé pour incorporer le principe de la représentation qu'il a été réhabilité aux yeux des politologues de bonne famille et qu'il a pris le sens qu'il a aujourd'hui. Ce terme de représentation a lui-même une histoire très curieuse puisque, comme le fait observer Cornelius Castoriadis, il faisait référence à l'origine aux représentants du peuple auprès du roi, aux ambassadeurs internes en fait, plutôt qu'à ceux-là même qui exerçaient le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Dans un sens, alors, les anarchistes pensent que tous ces politologues de droite qui insistent sur le fait que l'Amérique n'est pas une démocratie, c'est une république, ont plutôt raison. La différence est que pour les anarchistes, cela constitue un problème. Ils pensent qu'il faudrait que ce soit une démocratie, bien qu'ils soient de plus en plus nombreux à admettre que la critique élitiste traditionnelle de la démocratie majoritaire directe n'est pas non plus totalement dénuée de fondement. J'ai noté plutôt que tout ordre social est, d'une certaine façon, en guerre avec lui-même. Ceux qui sont réticents à l'idée d'établir un appareil de violence pour faire respecter les décisions doivent nécessairement développer un appareil pour créer et maintenir le consensus social, au moins au sens minimal de faire en sorte que les mécontents sentent qu'ils ont librement choisi de se conformer aux mauvaises décisions. Le résultat apparent est que la guerre interne en vient à être projetée à l'extérieur, où elle s'incarne en forces ténébreuses qui se livrent à des batailles sans fin et autres formes fantomatiques de violence. La démocratie majoritaire directe menace constamment de rendre ses lignes de force explicites. Pour cette raison, elle a tendance à être plutôt instable, ou plus précisément, si elle arrive à durer, c'est parce que ces formes institutionnelles, la cité médiévale, le conseil de ville de la Nouvelle-Angleterre, ou pourquoi pas les sondages Gallup et les référendums, sont presque invariablement enchâssés dans un cadre de gouvernance plus large qui permet aux élites au pouvoir d'utiliser cette même instabilité pour justifier leur monopole ultime des instruments de la violence. Finalement, la menace de cette instabilité sert à justifier une forme de démocratie si minimale qu'elle se réduit à insister pour que les élites au pouvoir consultent à l'occasion le public, dans des concours soigneusement mis en scène, remplis de joutes et de tournois plutôt futiles, pour rétablir leur droit de continuer à prendre des décisions pour celui-ci. C'est un piège. Aller d'un modèle à l'autre fait en sorte qu'il demeure hautement improbable de concevoir que des personnes puissent gérer leur propre vie sans l'aide de représentants. C'est pour cette raison que le nouveau mouvement mondial a commencé par réinventer le sens même de la démocratie. Le faire signifie, en fin de compte, une fois de plus, admettre le fait que nous, que ce soit l'Occident, quel que soit le sens qu'on lui donne, ou bien le monde moderne, ou quoi que ce soit d'autre, nous ne sommes pas aussi exceptionnels que nous le pensons. Que nous ne sommes pas les seuls à avoir pratiqué la démocratie et qu'en fait, plutôt que de disséminer la démocratie autour du monde, les gouvernements occidentaux ont passé au moins autant de temps à s'ingérer dans la vie de gens qui la pratiquent depuis des milliers d'années et à leur dire, d'une façon ou d'une autre, d'y mettre fin. Une des choses les plus encourageantes concernant ces nouveaux mouvements d'inspiration anarchiste est qu'ils proposent une nouvelle forme d'internationalisme. L'ancien internationalisme communiste avait de très beaux idéaux, mais en termes organisationnels, tous allaient dans le même sens. C'est devenu une façon pour les régimes à l'extérieur de l'Europe et de ses colonies d'apprendre les styles d'organisation occidentaux, les structures du parti, les plénières, les purges, les hiérarchies bureaucratiques, la police secrète. Dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième vague d'internationalisme, ou simplement la mondialisation anarchiste, les formes d'organisation ont en grande partie évolué dans la direction opposée. Il ne s'agit pas seulement du processus de consensus, l'idée d'action directe de masse non violente s'est d'abord développée en Afrique du Sud et en Inde, le modèle de réseautage actuel a d'abord été proposé par les rebelles du Chiapas, même la notion de groupe d'affinité vient d'Espagne et d'Amérique latine. Les fruits et les techniques de l'ethnographie pourraient être d'une immense utilité si les anthropologues arrivaient à surmonter leurs hésitations, même si celles-ci sont compréhensibles, leurs hésitations relatives à leur propre histoire coloniale, parfois sordide, et s'ils en venaient à voir ce sur quoi ils sont assis
non comme un secret coupable, ce qui n'empêche pas de garder à l'esprit la réalité historique qui fonde ce sentiment, mais comme un héritage commun de l'humanité. Conclusion. Anthropologie, où l'auteur, un peu à contre-cœur, mord la main qui le nourrit. La question finale, une question que j'ai plutôt évitée jusqu'ici, il est vrai, est pourquoi les anthropologues ne l'ont-ils pas fait jusqu'à présent ? J'ai déjà expliqué pourquoi je crois que les universitaires en général ont rarement eu beaucoup d'affinité avec l'anarchisme. J'ai parlé brièvement des tendances radicales d'une bonne partie de l'anthropologie au début du XXe siècle, qui avait souvent des affinités très fortes avec l'anarchisme. Mais cela semble avoir presque complètement disparu avec le temps. Tout cela est un peu étrange. Les anthropologues sont après tout le seul groupe d'intellectuels qui sachent quelque chose des sociétés sans État existantes. Plusieurs ont vécu dans des coins du monde où les États ont cessé de fonctionner, ou ont, à tout le moins, battu en retraite, et se sont effacés de façon temporaire, et où les gens gèrent leurs affaires de façon autonome. Les anthropologues ont tout au moins une conscience aiguë du fait que les lieux communs sur ce qui se passerait en l'absence d'un État, mais les gens s'entretueraient tout simplement, sont en réalité faux. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Certaines sont assez compréhensibles. Si l'anarchisme est essentiellement une éthique de la pratique, alors réfléchir à la pratique anthropologique a tendance à soulever beaucoup de questions gênantes, particulièrement si on se concentre sur l'expérience des recherches de terrain anthropologiques, ce que les anthropologues ont invariablement tendance à faire quand ils s'engagent dans la réflexion sur leur pratique. La discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui a été rendue possible par des entreprises de conquête atroces, par la colonisation et les massacres, tout comme la plupart des disciplines académiques modernes, en fait, y compris la géographie et la botanique, sans parler des mathématiques, de la linguistique ou de la robotique. Et cela reste vrai, mais parce que leur travail implique de connaître les victimes personnellement, cela a fini par tourmenter les anthropologues, ce que les membres des autres disciplines n'ont pas connu, ou presque. Avec la conséquence étrangement paradoxale que les réflexions des anthropologues sur leur propre culpabilité ont principalement eu pour effet de fournir aux non-anthropologues, qui ne veulent pas se donner la peine d'apprendre sur 90% de l'expérience humaine, une rebuffade pratique tenant en 2 ou 3 phrases. C'est de la projection sur le colonisé de son propre sentiment d'altérité, ce genre de choses. Et grâce à laquelle ils peuvent se sentir moralement supérieurs à ceux qui en prennent la peine. Pour les anthropologues eux-mêmes, les résultats ont également été étrangement paradoxaux. Alors qu'ils sont assis sur de vastes archives d'expériences humaines et d'expériences sociales et politiques que personne d'autre ne connaît vraiment, ce corpus d'ethnographie comparative est vu comme quelque chose de honteux. Comme je l'ai mentionné, il est traité non comme le patrimoine commun de l'humanité, mais comme notre sale petit secret. Ce qui, en fait, est facile dans la mesure où le pouvoir universitaire consiste en grande partie à établir des droits de propriété sur une certaine forme de savoir, et à s'assurer que les autres n'y aient pas vraiment accès. Car notre sale petit secret nous appartient toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut partager avec d'autres. Il y a toutefois plus. À bien des égards, l'anthropologie semble être une discipline terrifiée par son propre potentiel. C'est par exemple la seule discipline qui soit en mesure de faire des généralisations sur l'humanité dans son ensemble, puisque c'est la seule discipline qui tienne vraiment compte de l'ensemble de l'humanité et qui soit familière avec tous les cas hors normes. Toutes les sociétés pratiquent le mariage, vous dites ? Eh bien, cela dépend de la façon dont vous définissez le mariage. Et pourtant, l'anthropologie refuse résolument d'en faire des généralisations. Je ne crois pas que cela s'explique seulement comme une réaction naturelle à la propension de la droite d'avancer de grands arguments sur la nature humaine pour justifier des institutions sociales très particulières et habituellement particulièrement ignobles. Le viol, la guerre, le capitalisme de libre marché, bien que cela soit une partie importante de l'explication. Cela tient aussi en partie à l'immensité du sujet. Qui a vraiment les moyens, en discutant par exemple des conceptions du désir, de l'imagination, de l'être ou de la souveraineté, de prendre en considération tout ce que penseurs chinois, indiens ou islamiques ont eu à dire sur le sujet, en plus du canon occidental, sans parler des conceptions populaires qui ont cours aussi dans des centaines de sociétés océaniques ou amérindiennes. C'est tout simplement trop intimidant. Par conséquent, les anthropologues ne produisent plus vraiment de généralisation théorique, déléguant plutôt le travail à des philosophes européens qui n'ont habituellement
aucun problème à discuter du désir, de l'imagination, de l'être ou de la souveraineté, comme si de tels concepts avaient été inventés par Platon ou Aristote, développés par Kant ou Sade, et n'avaient jamais été discutés de manière significative par qui que ce soit à l'extérieur de la tradition littéraire des élites d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Alors que les termes théoriques clés des anthropologues étaient des mots comme mana, totem ou tabou, les nouveaux mots à la mode sont invariablement dérivés du latin ou du grec, habituellement par l'intermédiaire du français et parfois de l'allemand. En somme, bien que l'anthropologie semble être parfaitement positionnée pour offrir un forum intellectuel à toutes sortes de conversations planétaires, politiques et autres, il y a une certaine réticence à le faire. Il y a ensuite la question des positions politiques. La plupart des anthropologues écrivent comme si leur travail avait une pertinence politique évidente, sur un ton qui laisse entendre qu'ils considèrent que ce qu'ils font est assez radical et certainement à gauche du centre. Mais en quoi consistent vraiment ces positions? C'est de plus en plus difficile à dire. Est-ce que les anthropologues tendent à être anticapitalistes? Il est certainement difficile de trouver un anthropologue qui dise beaucoup de bien du capitalisme. Plusieurs ont l'habitude de décrire la période actuelle comme celle du capitalisme tardif, comme si, en déclarant qu'il touche à sa fin, il pouvait par le fait même précipiter sa chute. Mais il est difficile de songer à un anthropologue qui ait récemment fait quelques suggestions que ce soit quant à la forme que pourrait prendre une solution au capitalisme. Sont-ils libéraux alors? Plusieurs ne peuvent prononcer ce mot sans un léger mépris. Alors, que sont-ils? D'après ce que je comprends, le seul véritable engagement politique fondamental qui parcourt l'ensemble de la discipline est une sorte de populisme au sens large. À défaut d'autre chose, nous ne sommes certainement pas du côté de ceux qui, dans une situation donnée, sont ou s'imaginent être l'élite. Nous sommes pour les petites gens. Étant donné que, en pratique, la plupart des anthropologues sont rattachés à des universités de plus en plus internationalisées, ou encore se retrouvent dans des postes de consultants en marketing ou aux Nations Unies, des postes au sein même de l'appareil de gouvernance mondiale, cela se résume à une sorte de déclaration ritualisée et continuelle de déloyauté envers cette même élite mondiale dont nous faisons nous-mêmes partie en tant qu'universitaires, de façon plutôt marginale, il est vrai. Or, quelle forme prend ce populisme dans la pratique? Il signifie principalement que vous devez démontrer que les gens que vous étudiez, les petites gens, résistent avec succès à une forme de pouvoir ou d'influence globalisante qui leur est imposée d'en haut. C'est en tout cas ce dont parlent la plupart des anthropologues quand ils abordent le sujet de la mondialisation, ce qui est habituellement immanquable ces jours-ci, peu importe ce que vous étudiez. Qu'il soit question de la publicité, des séries télé, des formes de discipline du travail, des systèmes juridiques imposés par les États ou de n'importe quoi d'autre qui semble réprimer, homogénéiser ou manipuler un peuple, on démontre que les gens ne sont pas dupes, qu'ils ne sont pas réprimés ou homogénéisés. En fait, ils s'approprient et réinterprètent de façon créative ce qui leur est imposé, souvent d'une manière que les autres n'auraient jamais soupçonnée. Bien sûr, tout cela est vrai dans une certaine mesure. Je ne veux surtout pas nier qu'il est important de combattre l'idée courante, encore remarquablement répandue, qu'à partir du moment où les personnes du Bhoutan ou bien d'Irian Jaya sont exposées à une TV, c'est au fond la fin de leur civilisation. Ce qui est troublant, selon moi, c'est à quel point cette logique se fait l'écho de celle du capitalisme mondial. Les agences de publicité, après tout, ne prétendent pas non plus imposer quoi que ce soit au public. Particulièrement en cette période de segmentation des marchés, elles prétendent offrir des biens que le public peut s'approprier et utiliser de façon imprévisible et singulière. La rhétorique de la consommation créative, en particulier, pourrait être considérée comme l'idéologie même du nouveau marché global, un monde dans lequel tout comportement humain peut être classé comme production, échange ou consommation, dans lequel on suppose que l'échange est guidé par la propension humaine, naturelle et universelle, à la recherche rationnelle du profit, dans lequel la consommation devient une façon d'établir notre identité propre, et où la question de savoir si telle ou telle production peut être évitée n'est tout simplement pas débattue. Nous sommes tous les mêmes sur le parquet de la bourse. C'est ce qu'on fait des choses quand on arrive chez soi qui fait la différence. Cette logique de marché a été si profondément intériorisée que si, par exemple, une femme à Trinidad revêt un accoutrement extravagant et sort danser, les anthropologues présumeront automatiquement que ce qu'elle fait peut être défini comme consommation, par opposition par exemple à se montrer ou à s'amuser,
Comme si ce qui était vraiment important, c'est le fait qu'elles prennent quelques verres, ou comme si les anthropologues considéraient que porter des vêtements est en soi un peu comme boire, ou encore simplement parce qu'ils ne réfléchissent pas et voient tout ce qui n'est pas du travail comme de la consommation, parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'il est question de produits manufacturés. La perspective de l'anthropologue et celle du directeur du marketing à l'international sont devenues presque indifférenciables. Ce n'est pas si différent au niveau politique. Lauren Leave a récemment prévenu les anthropologues qu'ils risquaient, s'ils ne faisaient pas attention, de devenir un rouage de plus dans la machine identitaire mondiale. Au cours de la dernière décennie, plus ou moins, cet appareil planétaire d'institutions et de postulats a réussi à informer les habitants de la Terre, à l'exception d'une très petite élite, que, puisque tout débat sur la nature des possibilités politiques ou économiques était bel et bien terminé, défendre une identité collective avec tout ce que cela sous-entend sur la nature de l'identité, c'est-à-dire que les identités collectives ne permettent pas de comparer des groupes, mais reflètent le rapport qu'un groupe établit avec sa propre histoire et qu'il n'y a pas de différence fondamentale à cet égard entre les individus et les groupes. Défendre une identité collective, donc, était aujourd'hui la seule façon de formuler une revendication politique. Les choses en sont arrivées à un point tel que, dans des pays comme le Népal, même les bouddhistes Theravada sont forcés de jouer le jeu de la politique identitaire. Un spectacle rendu particulièrement curieux par le fait que ceux-ci fondent essentiellement leurs revendications identitaires sur l'adhésion à une philosophie universaliste qui soutient que l'identité est une illusion. Il y a plusieurs années, un anthropologue français nommé Gérard Altab a écrit un livre sur Madagascar intitulé « Oppression et libération dans l'imaginaire ». C'est un titre accrocheur. Je pense qu'il pourrait bien s'appliquer à ce qui finit par se produire dans beaucoup d'écrits anthropologiques. En général, ce que nous appelons l'identité, ici, dans ce que Paul Gilroy appelle le monde surdéveloppé, est quelque chose qui est imposé aux gens. Aux États-Unis, la plupart de ces identités sont le produit de l'oppression et des inégalités qui perdurent. Celui qui est défini comme noir ne peut l'oublier un seul instant. La manière dont il se définit lui-même ne compte pas aux yeux du banquier qui lui refuse un crédit, du policier qui l'arrête parce qu'il est dans le mauvais quartier, ou du docteur qui est plus susceptible de recommander à son égard une amputation en cas de blessure à une jambe ou à un bras. Toutes les tentatives d'autocréation ou d'auto-invention individuelle ou collective doivent se tenir à l'intérieur de cet ensemble de contraintes extrêmement violentes. Le seul véritable moyen de changer cela serait de transformer les attitudes de ceux qui ont le privilège d'être définis comme blancs, probablement en fin de compte en détruisant la catégorie de l'appartenance à la race blanche elle-même. Le fait est que personne n'a la moindre idée de la façon dont la plupart des gens en Amérique du Nord choisiraient de se définir si le racisme institutionnel devait disparaître, et si tout le monde était désormais libre de se définir comme il l'entend. Il n'est pas non plus très utile de spéculer. La question est plutôt comment créer une situation où on pourrait trouver une réponse à cette question. C'est ce que je veux dire par libération dans l'imaginaire. Il est vraiment difficile de déterminer ce qu'il faudrait pour vivre dans un monde où tous auraient le pouvoir de choisir, individuellement et collectivement, leur identité et à quelle sorte de communauté ils souhaitent appartenir. Il serait incroyablement difficile de créer un tel monde. Cela exigerait de presque tout changer. Cela se heurterait aussi à l'opposition têtue et éventuellement violente de ceux qui bénéficient le plus de l'état actuel des choses. Il est facile d'écrire comme si ces identités étaient déjà librement créées, ou en grande partie. Cela nous dispense d'avoir à penser aux problèmes complexes et insolubles qui découlent du fait que notre propre travail fait partie, jusqu'à un certain point, de cette machine identitaire. Mais cela ne contribue pas à le rendre vrai. Pas plus que le fait de parler du capitalisme tardif n'entraînera un effondrement industriel ou ne fera avancer la révolution sociale. Un exemple ? Au cas où je ne me serais pas exprimé clairement, laissez-moi revenir un instant aux rebelles zapatistes du Chiapas, dont le soulèvement, le 1er janvier 1994, est considéré comme ayant donné le coup d'envoi à ce qui est désormais connu comme le mouvement altermondialiste. Les zapatistes étaient originaires, en très grande partie, de communautés tzeltal, tzotzil et tojolabal de langue maya qui se sont établies dans les forêts pluviales du lac Andon, et qui comptent parmi les communautés les plus pauvres et les plus exploitées du Mexique. Les zapatistes ne se disent pas vraiment anarchistes, ni même autonomistes. Ils représentent leur propre courant, unique, au sein de cette tradition plus vaste.
Ils essaient en effet de révolutionner la stratégie révolutionnaire elle-même, en abandonnant tout à fait l'idée voulant qu'un parti d'avant-garde prenne le contrôle de l'État. Ils luttent plutôt pour créer des enclaves libres qui pourraient servir de modèle d'auto-organisation autonome dans l'idée d'une réorganisation généralisée de la société mexicaine, en un réseau complexe de groupes autogérés se recoupant, qui pourraient par la suite commencer à discuter de la réinvention de la société politique. Apparemment, il y avait des divergences au sein du mouvement zapatiste quant aux formes de pratiques démocratiques qu'il fallait promouvoir. La base du mouvement, de langue maya, était très favorable à une forme de processus de consensus issu de ces traditions communautaires, mais reformulée de façon à être plus radicalement égalitaire. Une partie des dirigeants militaires de la rébellion, de langue espagnole, doutait fortement que celle-ci puisse être appliquée au niveau national. Cependant, ces derniers ont dû s'incliner devant la vision de ceux qu'ils, je cite, mènent en obéissant, comme ont l'habitude de le dire les zapatistes. Mais ce qui est remarquable, c'est ce qui s'est produit quand la nouvelle de cette rébellion s'est répandue dans le reste du monde. C'est ici que nous pouvons observer le fonctionnement de la machine identitaire de Liv. Plutôt que d'être vus comme une bande de rebelles motivés par la volonté d'une transformation démocratique radicale, les zapatistes ont immédiatement été redéfinis comme une bande d'indigents mayas demandant l'autonomie autochtone. C'est ainsi que les médias internationaux les dépeignent. Depuis le début, c'est aussi ce que tous, des organisations humanitaires aux bureaucrates mexicains, en passant par les observateurs des droits humains de l'ONU, mettent en avant à leur sujet. Le temps passant, les zapatistes, dont la stratégie dépend depuis le début de leur capacité à se faire des alliés au sein de la communauté internationale, ont été de plus en plus forcés de jouer la carte autochtone, sauf avec leurs plus proches alliés. Cette stratégie n'a pas été complètement inefficace. 10 ans plus tard, l'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, est toujours là, sans avoir eu à tirer un seul coup de feu, ou presque, ne serait-ce que parce que les zapatistes se sont montrés prêts, pour le moment, à minimiser l'importance de la partie nationale de leur nom. Je veux seulement souligner à quel point la réaction internationale à la rébellion zapatiste a été condescendante, ou, disons les choses comme elles sont, complètement raciste. Car ce que les zapatistes se proposaient de faire était précisément de commencer ce difficile travail qu'une grande partie de la rhétorique sur l'identité ignore, soit d'essayer de trouver quelle forme d'organisation, quelle forme de processus et de délibération serait nécessaire pour créer un monde dans lequel les personnes et les communautés seraient vraiment libres de choisir quelle sorte de personnes ou de communautés elles veulent être. Et qu'est-ce qu'on leur a dit ? On les a informés du fait que, étant donné qu'ils étaient mayas, ils ne pouvaient avoir quelque chose à dire au reste du monde sur les processus par lesquels l'identité est construite ou sur la nature des possibilités politiques. En tant que mayas, la seule déclaration politique qu'ils pouvaient faire à des non-mayas concernait leur propre identité maya. Ils pouvaient revendiquer le droit de continuer d'être mayas. Ils pouvaient revendiquer une reconnaissance en tant que maya, mais il était inconcevable qu'un maya ait quelque chose à dire au monde si ce n'était en lien avec sa propre essence maya. Et qui écoutait vraiment ce qu'ils avaient à dire ? Principalement, il semble, un groupe d'adolescents anarchistes en Europe et en Amérique du Nord, qui a rapidement commencé à assiéger les sommets de l'élite mondiale avec laquelle justement les anthropologues entretiennent une alliance difficile et malaisée. Mais les anarchistes avaient raison. Je pense que les anthropologues devraient faire cause commune avec eux. Nous avons à portée de la main des outils qui peuvent être d'une grande importance pour la liberté humaine. Il est temps d'en assumer la responsabilité.